Bonjour chers élèves et Ramadan Mubarak Saïd. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler à propos des lois de Newton. D'accord. Donc je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition un site qui contient un certain nombre de corrigés des sujets de bac, sujets bien sûr national, option PC. Et aussi, j'ai mis quelques cours avec certains exercices d'application. Bien, donc le site, bien sûr, c'est celui-là. Vous pouvez le consulter sur YouTube. Et vous pouvez aussi le partager avec vos amis. Bon, allons-y donc concernant les lois de Newton. On va commencer par définir deux types de repères que vous utilisez en général lorsqu'on traite un problème de mécanique. Donc souvent on utilise ce qu'on appelle un repère cartésien, au X, au Y, au Z à 3 dimensions. Si vous êtes sur une seule dimension, au X, dans un plan, on travaille avec au X, au Y, ou bien au Y, au Z, bon, deux de ces trois vecteurs. Ou bien, lorsqu'on traite les mouvements circulaires, elliptiques, on utilise ce qu'on appelle, ou bien par exemple le mouvement d'une particule dans un champ magnétique. Il est préférable d'utiliser le repère de Freinet. Et on va voir comment déterminer la vitesse et l'accélération dans les deux repères. Donc, le centre, toujours, nous, on travaille au baccalauréat, on travaille qu'avec des solides, mais on ne se concentre que sur, on les assimile bien sûr à des points matériels dont le centre de gravité est G. Dans le repère cartésien, ce vecteur-là, donc ce vecteur qui est OG, on peut le projeter suivant X, Y et Z. Donc il a une composante X suivant I, Y suivant J et Z suivant K. Donc si vous faites ce vecteur X suivant I plus Y suivant J, il va vous donner ce vecteur-là. Si vous lui ajoutez Z suivant K, on va trouver le vecteur OG. Bien, donc voilà la définition du vecteur OM dans le repère cartésien. Vecteur position. Dans le repère de Freinet, on définit ce qu'on appelle l'abscisse curviligne. Donc l'abscisse curviligne, c'est tout simplement la distance parcourue par le centre de gravité par rapport à une certaine origine, oméga. Et cet arc-là, ou cette distance-là, c'est ce qu'on appelle l'abscisse curviligne. Par exemple, dans un cercle, c'est l'arc d'un cercle. L'arc d'un cercle qui est égal à R fois θ dans le cas de l'abscisse curviligne. Donc voilà ce qu'on appelle la distance dans le repère cartésien et dans le repère de Freinet. On va parler des vitesses dans les deux repères. Et en particulier, bien sûr, la vitesse instantanée du centre de gravité. Donc sa définition, c'est tout simplement la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Quand on note d de x sur d de t suivant i, on va restreindre par exemple dans le plan, plus de dy sur d de t suivant j, ou bien x point, y point, ou bien v de x, v de y. Bon, on utilise différentes notations pour le vecteur vitesse. Ce qu'il faut savoir tout simplement, donc là c'est le vecteur. Le module bien sûr, c'est racine carrée de vx au carré plus vy au carré. Il est bien sûr toujours positif, supérieur ou égal à 0. Maintenant pour le représenter sur une courbe, si on vous demande de représenter le vecteur vitesse par exemple à la position x égale à 3,5. Et vous connaissez la nature de la trajectoire. Et le sens du mouvement bien sûr. Donc la vitesse c'est toujours tangent, tangent à la trajectoire au point où on vous demande de calculer la vitesse. Donc la vitesse en ce point, voilà, je trace la tangente et ce vecteur là c'est la vitesse instantanée. Vous voyez bien, ça c'est d de x, donc une variation de x et une variation de y. Donc ce vecteur là est égal à d de y sur donc ça c'est une variation de x, une variation de y, pardon, d'accord? Bien. Dans le repère de Freinet, c'est exactement la même chose, sauf que la base qu'on utilise dans le repère de Freinet, c'est plus IJ. Donc vous voyez que ici, la base cartésienne, il est fixe, que le point soit là, ou bien le point soit là, ou bien qu'il soit là. C'est toujours la base, il est fixe IJ. Donc je vous rappelle que la base de Freinet, c'est une base en mouvement.
Donc si le point il est là, d'abord c'est quoi la base de Frenet? Ce sont deux vecteurs, l'un qui est tangent à la trajectoire, l'autre vecteur qui lui est perpendiculaire. Donc, si vous prenez un autre point de la trajectoire ici, le vecteur U, ce sera dans cette direction, et donc ce qu'on appelle le vecteur tangent, et la normale, ce sera vers l'intérieur. Donc c'est un vecteur qui est perpendiculaire à U. Donc U c'est le vecteur tangent à la trajectoire, ou l'on note U ou T, et N c'est le vecteur qui est perpendiculaire à U. C'est le repère de Frenet. Donc le repère de Frenet. Bien, et la vitesse bien sûr, c'est ce qu'on a dit, la vitesse elle est toujours tangente à la trajectoire. Toujours tangente à la trajectoire. Donc la vitesse, ça sera le module de la vitesse suivant le vecteur U. Et U, c'est le vecteur qui est tangent à la trajectoire. Et c'est quoi ce V là? Donc là, on connaît ce que c'est que V, c'est la dérivée, c'est un vecteur qui a pour composante d2x sur d2t, d2y sur d2t. Et bien, dans le repère de la base de Frenet, cette vitesse-là, c'est la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps, d de s sur d de t. D'accord, en général, soit on vous donne s, soit il faut le déterminer. Pour comprendre un peu mieux la notion de la vitesse en abscisse curviligne, regardez ce qui se passe dans un cercle. Donc, si vous prenez un cercle, l'abscisse curviligne, c'est l'arc d'un cercle, et l'arc d'un cercle, c'est le rayon fois l'angle. Donc, supposons un point qui se déplace en mouvement circulaire, l'angle θ, il change, donc vous avez ici θ de t, donc S de t, c'est R fois θ de t. Et donc, la vitesse d'un mouvement circulaire, par exemple, de rayon constant, c'est la dérivée de S par rapport au temps, donc ça sera R fois d de θ sur d de t, et d de θ sur d de t, c'est ce qu'on appelle la pulsation, donc oméga, d'accord, ou la vitesse angulaire, donc vitesse avec laquelle varie l'angle. Donc voilà la notion de vitesse et accélération. Donc c'est toujours tangent à la trajectoire, que ce soit dans le repère cartésien ou le repère de Frenet. Ici c'est toujours les dérivés des vecteurs position, et ça, faites attention, c'est un vecteur qui est tangent à la trajectoire, et le vecteur vitesse c'est la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour l'accélération? Donc, comme on a fait de passer à la vecteur position et la vecteur vitesse, on fait exactement la même chose. Pour passer de vecteur vitesse à la vecteur accélération, on dérive le vecteur vitesse. Ça veut dire vous dérivez deux fois le vecteur position. Donc, dans le repère de Descartes cartésien, c'est un vecteur qui a pour composante à x, à y, à z. À x, c'est la dérivée de v suivant i, c'est v point, ou bien x seconde, dérivée de x deux fois. D'accord? Et la même chose pour y, la même chose pour a de z. Et bien sûr, le module, c'est ax carré plus ay carré plus az au carré. Donc c'est un vecteur qui peut avoir, dans le plan par exemple, je fait se restreindre au cas d'un mouvement suivant le plan ax, ay. Donc c'est un vecteur qui peut avoir une direction quelconque. Pour le repère de Frenet, c'est un vecteur qui a deux composantes. Une composante suivant le vecteur tangentiel, ce qu'on appelle l'accélération tangentielle, et l'accélération normale. Et ces deux accélérations, c'est à retenir. L'accélération tangentielle, c'est la dérivée de v de t par rapport au temps. Et l'accélération normale, c'est v au carré sur ρ. ρ, c'est ce qu'on appelle le rayon de courbure. Dans le cas d'un mouvement circulaire, c'est le rayon du cercle. Et bien sûr, le module, c'est composante tangentielle au carré plus composante normale au carré. Donc voilà le cas général d'un mouvement dans la base de Frenet. Donc composante, si c'est U, attention, c'est U là, c'est la composante tangentielle, c'est U, et là c'est la composante normale, d'accord? Donc ça c'est A tangentielle, c'est A normal, et A peut être dans une direction quelconque. Bien sûr, dans un mouvement circulaire et uniforme, vous avez la vitesse qui est constante, donc A tangentielle est égal à 0, et l'accélération se réduit à la composante normale, qui devient v carré sur ρ. C'est le cas du mouvement, par exemple, à force centrale. Si l'accélération est dirigée vers le centre, donc l'accélération tangentielle est égale à 0. Donc ça, ce sont des relations très importantes à retenir. Composante tangentielle, composante normale et le module de l'accélération. On les utilise par exemple dans le mouvement
d'une particule dans un champ magnétique, dans les mouvements des satellites, et ainsi de suite. Maintenant, on va parler un peu rappeler les différents types de mouvements qui existent. Donc, vous avez ce qu'on appelle mouvement rectiligne uniforme. Uniforme, ça veut dire tout simplement rectiligne, ça veut dire suivant une droite. Uniforme, ça veut dire la vitesse, module de vitesse est constant. Donc, faites attention, vecteur constant, ça veut dire module constant, direction, il est la même, il ne change pas de direction. C'est un vecteur qui est constant. Un vecteur est caractérisé par le module, la direction et le sens. Bien, donc voilà les caractéristiques d'un mouvement circulaire uniforme. Bien sûr, l'accélération, puisque la vitesse est constante, la dérivée de la vitesse elle est nulle. La vitesse est égale à une constante, donc en fonction du temps, c'est une droite, c'est une constante, bien sûr, droite horizontale. Par contre, si je trace x en fonction du temps, c'est x de t, c'est v fois t plus x0. Et donc c'est une droite dont la pente tangente de cet angle, c'est la vitesse. Et si on veut déterminer la vitesse entre deux points, vitesse instantanée, si on connaît par exemple le temps que met le particule pour passer de mi à mi plus 1 et de mi moins 1 à mi, la vitesse instantanée, c'est la distance entre mi moins 1 et mi plus 1 sur deux temps. Donc vous avez un point mi, mi moins 1, mi et mi plus 1. D'accord? Et on veut déterminer par exemple la vitesse en ce point i. Là, ici, le temps m'est parcouru entre là et là, c'est tau. Et le temps parcouru entre là et là, c'est tau. Donc, vous voyez bien que la vitesse, c'est cette distance-là, qui est la distance entre mi plus 1 moins x de mi moins 1, par exemple, sur d'autres. Donc, c'est ce qu'on appelle la vitesse instantanée à partir d'un enregistrement. Pour un mouvement rectiligne uniformément varié, cette fois-ci, toujours la trajectoire elle est rectiligne et cette fois-ci c'est l'accélération qui est constante. D'accord? Et on peut résumer les caractéristiques d'un mouvement rectiligne uniformément varié, accélération constante. Donc si je trace l'accélération en fonction du temps, c'est une droite horizontale. V de x, donc je vois pour passer de V à l'accélération, on dérive la vitesse. Maintenant, pour passer de A à V, on intègre. Donc l'intégrale d'une constante, c'est une constante fois t, plus une constante. D'accord? Donc c'est ax fois t plus v plus une constante, et la constante, on le détermine par les conditions initiales à t égale à 0, v est égal à v0x, et donc voilà l'expression de la vitesse. Et bien sûr, l'accélération, c'est tangente cet angle-là. C'est delta de v sur delta de t. Et bien sûr, cette accélération, vous pouvez la calculer en prenant n'importe quel point, parce que la pente, c'est une constante. Delta de v sur delta de t. Maintenant, pour passer de la vitesse à x, donc rappelez-vous, pour passer de x à v, pour déterminer la vitesse, on dérive x, c'est d de x sur d de t. Maintenant, pour passer de la vitesse à x, on intègre. Hein? L'intégrale de lambda x, c'est 1 demi lambda x carré. Donc l'intégrale de a fois t, c'est 1 demi ax t carré. L'intégrale d'une constante, c'est la constante fois le temps. Et bien sûr, il faut toujours ajouter une constante qui est déterminée par les conditions initiales. Donc voilà pour la vecteur accélération, les deux types de mouvements, rectiligne uniforme et uniformément varié. Il y a une autre relation qu'il faut absolument connaître, c'est ce qu'on appelle la relation indépendante du temps. Donc cette relation, elle est très utile dans certains problèmes de mécanique. Par exemple, une particule qui se déplace dans un mouvement, dans un plan incliné. Hein. Vous avez ici le point A, vous avez ici le point B. Supposons que vous avez ici une particule. Quand on lâche sans vitesse initiale, vous connaissez la longueur ici, AB. Et on vous demande de déterminer l'accélération de la particule sur le plan incliné. Donc là, je connais V de B, je connais V de A. Et si je connais la distance entre A et B, je peux déterminer l'accélération par cette relation. Donc cette relation, elle est très importante pour déterminer le vecteur accélération si je connais la vitesse entre deux points et la distance entre ces deux points. Hein? Vous allez voir dans les exercices, c'est une relation qui est
très utile. Enfin, on peut aussi rappeler, des fois on vous pose la question, quelle est la nature du mouvement, est-ce qu'il est accéléré, retardé? Donc pour savoir la nature d'un mouvement, on calcule le produit scalaire de l'accélération et de la vitesse. Et suivant la valeur de ce produit scalaire, s'il est positif, on dit que le mouvement est accéléré, négatif, mouvement retardé, s'il est nul, le mouvement est uniforme. Je rappelle qu'est-ce que c'est que le produit scalaire de deux vecteurs, c'est le module du premier fois le module du deuxième fois le cosinus de l'angle entre les deux. Et comme cosinus il varie entre -1 et 1, donc ce produit scalaire peut être positif, il peut être négatif, et peut être nul lorsque les deux vecteurs sont perpendiculaires par exemple. D'accord? Donc voilà A et V, c'est cosinus θ. Donc, ça peut être positif, négatif ou nul. Donc, suivant la valeur, on peut déterminer la nature du mouvement. Enfin, je vais rappeler brièvement les 3 lois de Newton. Souvent, des fois, on vous demande de les citer juste. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un repère galiléen? Donc, c'est un référentiel dans lequel les lois de Newton sont vérifiées. Donc, tout référentiel où les lois de Newton sont vérifiées, on l'appelle repère galiléen. Le choix de repère est très important, toujours dans le problème de mécanique, vous allez voir, il faut définir le système étudié, quelles sont les forces appliquées, et il faut le projeter sur un repère bien choisi, bien adapté. C'est à vous souvent on vous le donne, mais si on ne vous donne pas le repère, c'est souvent facile de choisir le repère le mieux adapté. Donc première loi de Newton, c'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Qu'est-ce qu'il vous dit ce principe? C'est très simple. Si une particule est soumise à aucune force ou la somme des forces est nulle, donc vous avez la vitesse qui est constante. C'est-à-dire, si la particule était mobile, sa vitesse est égale à 0. S'il est en mouvement, le mouvement sera rectiligne, mouvement uniforme. D'accord? Alors, donc, si la somme des forces est égale à 0, deux choses. La particule, il est soit immobile, soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc voilà ce qu'on appelle le principe d'inertie. Deuxième loi de Newton, c'est ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique. C'est le plus utilisé dans les exercices de mécanique. Donc qu'est-ce qu'il vous dit ce principe? Il vous dit tout simplement dans un référentiel galiléen, une particule qui est soumise à plusieurs forces extérieures, la somme vectorielle des forces appliquées est égale à la masse fois l'accélération de la particule. L'accélération ou bien la dérivée de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est la masse fois l'accélération. Mais souvent, on utilise cette forme, la somme des forces est égale à m gamma, ou bien m d de v sur d de t, ou bien m d carré de om sur dt carré. Et enfin, troisième loi de Newton, c'est le principe d'action et de réaction. Donc, si vous avez deux corps, l'un A et B, par exemple la Lune et la Terre, la force exercée par la Lune sur la Terre, c'est moins la force exercée par la Lune sur la Terre. Donc, principe d'action et de réaction. Encore, je vais rappeler un petit peu comment projeter un vecteur. Donc, souvent, si vous avez un problème de mécanique, vous connaissez les forces, il faut ensuite projeter le deuxième loi de Newton sur un repère cartésien ou un repère de Freinet. Bon, quelques cas qu'on retrouve souvent, imaginez par exemple un corps qui est placé sur un plan horizontal, et il est soumis bien sûr au poids et à la réaction. Donc vous voyez bien la projection du poids, par exemple dans ce cas-là, il a une seule projection, c'est la projection sur l'axe des Y. D'accord? Donc le poids, c'est moins mg fois j. J, c'est le vecteur unitaire de l'axe des Y. Pendant le chute libre, par exemple, ou bien la chute d'une particule dans un liquide, faites très attention à l'orientation de l'axe vertical. Donc s'il est vers le haut, bien sûr, le poids, c'est moins mg fois k. S'il est vers le bas, ce sera plus mg fois k. Et le plus utilisé, il faut absolument connaître ce problème par cœur, c'est le plan incliné. Donc le plan incliné, je prends juste par exemple le poids, mais si vous connaissez projeter un seul vecteur, vous pouvez projeter tous les autres. Faites très attention d'abord à l'orientation des axes. Donc là, on a pris l'axe des X vers le haut et l'axe des Y, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à l'axe des X. Quelles sont les projections du poids P sur X et sur Y? Qu'est-ce qu'on fait tout simplement? Pour projeter le poids P sur X, je fais la projection, donc projection ici, et ça me donne cette quantité-là.
et cette quantité, c'est exactement celle-là. Donc cet angle, il faut bien comprendre, c'est toujours l'angle alpha qui est l'angle du plan incliné. Pourquoi l'angle alpha? Parce que ici vous avez pi sur 2, parce que le poids est perpendiculaire au plan. Ici vous avez l'angle alpha, ici vous avez pi sur 2 moins alpha. D'accord? Ici pi sur 2 moins alpha. Et comme ici vous avez pi sur 2, donc ici vous avez alpha. Donc alpha, donc la projection du poids sur l'axe des x, c'est ce vecteur-là. Et vous regardez bien que ce vecteur, c'est exactement celle-là. Donc c'est le côté opposé à alpha, donc c'est les sinus. Donc mg sinus alpha. Maintenant, faire attention à l'orientation des axes. Si l'axe des x est vers le haut, ce sera moins mg. Et bien sûr, si l'axe des x est vers le bas, ce sera plus mg sinus alpha. Pour la composante de p sur le vecteur, l'axe qui est perpendiculaire au plan, c'est cette quantité-là, c'est py. Et la py, c'est le côté adjacent à alpha, donc c'est le cosinus. Là aussi, donc là c'est moins. Donc c'est moins mg cosinus alpha. Parce que le poids aussi, il est opposé à l'axe y. Y, il est vers le haut. Donc vous voyez, dans les deux cas, ici vous avez un signe moins. Par contre, si l'axe est orienté vers le bas, ici vous allez avoir un signe plus, ici vous allez toujours avoir le signe moins. Enfin, je vais terminer par un petit exercice d'application. Donc, on vous donne les équations paramétriques d'un mouvement d'un point matériel dans l'espace, x de t égale, y égale à 0, et z de t. Donc, on vous demande de déterminer l'équation de la trajectoire, déterminer l'expression des vecteurs position, et calculer sa norme à un instant t, par exemple 1,5 secondes, déterminer les vecteurs vitesse et le vecteur accélération lorsque la particule passe par deux points très utilisés dans le mouvement parabolique, c'est-à-dire le sommet, et lorsqu'il coupe le plan z égale à 0. Et enfin, déterminer l'accélération dans le repère de freiner et déduire le rayon de courbure. Donc vous allez voir, on va appliquer tout ce que nous avons vu dans ce chapitre: repère cartésien, repère de freiner, calcul de vitesse et calcul d'accélération. Donc allons-y. Donc on vous donne, voilà les données. Donc on vous donne x en fonction du temps, y en fonction du temps et z en fonction du temps. Donc pour la vitesse, c'est très simple, il suffit de dériver chaque composante. Pardon, pour l'équation cartésienne, ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire, ou l'équation cartésienne de la trajectoire, bien sûr, c'est il faut éliminer le temps. Si on vous demande l'équation de la trajectoire, il ne faut plus que le temps apparaît dans z de t. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche par exemple t en fonction de x, t est égal à x sur 3, et on replace ici t par sa valeur. Et on obtient une équation d'une parabole. Donc, c'est des choses qu'on retrouve souvent dans les mouvements paraboliques. Donc, vous avez z, c'est de la forme ax carré plus bx. Bien. Pour la vitesse, donc, il faut d'abord écrire le vecteur position. On vous donne x de t, y de t, z de t. Donc, le vecteur position, c'est x suivant i, donc c'est un vecteur. Faites très attention, il y a des erreurs classiques. On met x plus z, on ne met pas les vecteurs unitaires. Ce sont des erreurs très classiques. C'est x suivant i plus y suivant j, mais puisque y égale à 0, donc on n'a pas de composante suivant j, et plus z suivant k. N'oubliez pas les vecteurs unitaires, c'est très important. C'est un vecteur. Donc c'est 3 de t suivant i plus 2 ça suivant k, et bien sûr la vitesse à t égale d'abord le vecteur position, à t égale 1,5, vous remplacez juste t par 1,5 et ça vous donne un vecteur qui est 4,5 suivant i moins 1,5 suivant k. Le module bien sûr c'est racine carrée de 4,5 au carré plus 1,5 au carré et ça vous donne 4,74 mètres. Question suivante, on demande le vecteur vitesse et déterminer sa valeur à t égale 1,5. Là aussi, des erreurs classiques. Il ne faut pas dériver ce vecteur-là. Parce que celui-là, c'est la valeur d'OM à un instant bien déterminé. Donc, on va déterminer la vitesse en dérivant le vecteur OM qui dépend du temps. Donc, la vitesse, c'est la dérivée par définition d de x sur d de t plus d de z sur d de t. X, c'est 3 fois t, donc la dérivée de 3t, c'est 3. Ici, c'était moins 4t carré, donc sa dérivée, ça devient moins 8 fois t. Ici, plus 4 fois t, sa dérivée, ça vous donne 4. Et donc, le vecteur
accélération, c'est la dérivée de v, ou bien dérivée de x deux fois, ou bien la dérivée de v. Donc je dérive cette quantité. La dérivée de 3 par rapport à t, c'est 0. Donc il n'y aura pas de composante suivant i. Et la dérivée de moins 8 fois t, c'est moins 8. La dérivée de 4, c'est 0. Et donc ça vous donne une accélération de moins 8. Au sommet de la trajectoire, donc on peut par exemple calculer la vitesse à un instant t 1,5 maintenant en remplaçant, calculons d'abord le module, c'est racine carrée de 3 au carré plus ça au carré, et remplacer t par 1,5. Et l'accélération, elle est constante. Maintenant, on vous demande de déterminer au sommet de la trajectoire, ça aussi c'est un point qui est très utilisé dans le mouvement chute parabolique, quelles sont les caractéristiques du point qu'on appelle le sommet de la trajectoire, c'est-à-dire le point où la hauteur est maximale. Donc ça c'est le vecteur vitesse, parce que le vecteur vitesse il est tangent à la trajectoire. Qu'est-ce qu'elle a la vitesse en ce point? La vitesse qu'est-ce qu'elle a? Elle est tangent à la trajectoire, ça veut dire elle est perpendiculaire à l'axe Z. Autrement dit, il n'a pas de composante suivant l'axe Z. Il a uniquement une composante suivant l'axe des X. C'est-à-dire V de Z en ce point est égal à 0. C'est ça. Voilà. C'est ça qui caractérise le sommet de la trajectoire. C'est la projection de la vitesse sur l'axe qui est vers le haut est égale à 0. Vous voyez, la vitesse, elle est sur l'axe des X. Il n'a pas de composante, il n'a pas de projection sur l'axe des Y. Maintenant, on prend V de Z, c'est cette quantité-là. Vous faites ça égal à 0 et vous allez déterminer par exemple le temps où le projectile va arriver en ce point. C'est 0,5 secondes. Et si on connaît le temps, on remplace dans la vitesse et on va déterminer. Si vous remplacez t par 1,5, ce terme bien sûr est égal à 0 et il vous reste v égale à 3 fois i. Vous voyez bien qu'elle est suivant l'axe des x. Et l'accélération, elle ne change pas puisqu'elle est constante. Deuxième point caractéristique, c'est ce qu'on appelle la portée horizontale, c'est-à-dire quelle est cette... Par exemple, on veut déterminer l'instant où le projectile va se poser sur le sol. Là aussi, qu'est-ce qui caractérise ce point? C'est sa coordonnée z est égale à combien? Z est égal à 0. Donc là, il suffit d'aller dans z de t. Vous avez deux façons de le déterminer. Soit vous mettez z de t égale à 0, donc, et vous allez chercher t, ou bien utiliser l'équation de la trajectoire. On connaît z en fonction de x, mettre z de x égale à 0, et on factorise ici par x, on a deux valeurs, donc x égale à 0, bien sûr, ce point et ce point. Donc ces deux points, ils sont caractérisés par z égale à 0. Mais ce qui nous intéresse souvent dans l'équation de chute parabolique, c'est ce point-là, c'est x égale à 3,75. Maintenant, pour déterminer le vecteur position pour ces deux points, bien, donc je disais, pour déterminer la vitesse en ces deux points, donc pour x égale à 0, aller dans l'équation horaire, puisque x égale à 3 fois t, donc si x égale à 0, t égale à 0, et remplacer dans l'expression de la vitesse v de t, t par 0, et ça vous donne 3 fois i plus 4 fois t. Et le module, bien sûr, c'est racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré, ça vous donne 5 mètres par seconde. L'accélération, elle est constante, il ne change pas. Pour x égale 3,5, la même chose, vous remplacez ici x de t par 3,5 et vous allez déterminer t qui est 1,25 en remplaçant dans v de t et on va déterminer la vitesse, c'est 3 fois i moins 5 fois k et l'accélération, bien entendu, elle ne change pas. Bon, là, une question qui, la réponse, bien sûr, elle est immédiate. On vous demande quel est le vecteur accélération en ces deux points. Et bien sûr, l'accélération, puisqu'elle est constante, elle est la même dans tous les points de la trajectoire. Maintenant, on va utiliser le repère de Freinet pour déterminer la vitesse, composante tangentielle de la vitesse, composante normale et le rayon de courbure. Bien sûr, là, il faut faire attention. Donc, pour déterminer les composantes de la vecteur vitesse, normale, tangentielle et rayon de courbure. Le plus simple, si on connaît l'expression de v de t, c'est de commencer par la vitesse tangentielle. Pourquoi l'accélération tangentielle, pardon. Pourquoi? Parce que l'accélération tangentielle, c'est la dérivée de v de t par rapport au temps. Avec v, c'est quoi? C'est le module de la vitesse. C'est-à-dire racine carrée de v de x au carré plus v de y au carré, qui est cette quantité-là. Donc, vous dérivez cette quantité par rapport au temps et vous avez l'expression de l'accélération tangentielle. Et ça vous donne
Donc vous dérivez de racine de f, c'est f' sur 2 racines, donc ça vous donne cette quantité, 64t moins 40 sur racine carrée de 5. Maintenant pour l'accélération normale. Donc, souvent vous allez penser à la v carré sur ρ, mais on ne connaît pas le rayon de courbure. Pour cet exercice, on ne vous donne pas le rayon de courbure, donc je ne peux pas utiliser cette relation-là pour déterminer la composante normale. Donc il faut penser à autre chose. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la composante tangentielle, maintenant, on vient de les déterminer, et on sait que pour ce mouvement, l'accélération, elle est constante. Donc je profite de l'expression de l'accélération. Le module de l'accélération, c'est la racine carrée de la composante normale au carré plus la composante tangentielle au carré qui est égale à 8. Et à partir de là, je peux déterminer la composante normale qui est racine carrée de 64 moins la tangentielle au carré. Donc, je remplace l'accélération tangentielle par sa valeur, mettre en même dénominateur, et enfin vous avez l'expression de A normale. Et maintenant, je peux déterminer le rayon de courbure, puisque je connais A normal, je connais V, ρ c'est V carré sur A normal, donc là il y a un peu de calcul, à vous remplacer, et enfin vous avez un rayon de courbure, bien sûr, qui n'est pas constant, donc ce n'est pas un mouvement circulaire dans ce cas-là. Donc voilà un peu, donc au point O, par exemple, t égale à 0, vous remplacez ici t par 0, vous allez déterminer le rayon de courbure. Pour t égale à 1,5, vous remplacez ici t par 1,5 et vous allez déterminer le rayon de courbure. Donc voilà un petit exercice qui vous montre un petit peu comment appliquer les relations entre le passage entre vitesse, accélération, que ce soit dans le repère cartésien, que ce soit dans le repère de Freinet. Donc voilà, à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.